Ce ne sont pas mes films qui sont obscènes. Ce sont vos questions. Mais je vais quand même vous répondre. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh nom de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, proche de Dieu. Oh, ton cul. C'est mon génie. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B qui vous propose aujourd'hui d'écouter la suite de son interview avec Bertrand Bonello, donc à l'occasion de la sortie de La Polonide. Si vous n'avez pas écouté la première partie, vous êtes foutu, vous n'allez rien comprendre. En tout cas, voilà, le monsieur, comme pour la première partie, c'est lui-même occupé de la programmation musicale, c'est lui-même qui nous a même fait l'honneur de désannoncer les morceaux, et on commence tout de suite. Bientôt je suis dans mon jardin de roses. Bientôt j'attends. Des roses pleines d'épines. Des fausses odeurs, bien meilleures que les vraies. L'original est vulgaire à cause de son passé. Ce n'est qu'un essai, une tentative. Parce que l'illusion d'une chose n'est pas cette chose. La copie est parfaite. La copie est parfaite, comme je la vois, comme je la sens. Ce soir encore mon jardin, encore des roses, même s'il n'y en a qu'une, une belle journée. Thérèse, justement, qui a une écriture assez particulière, parce que l'idée originale vient d'un de vos amis. Si j'ai bien suivi l'histoire, qui était dans mon souvenir assez chouette. Non, tout à fait, c'est un ami italien qui un jour me raconte qu'il a fait un rêve, et dans son rêve il est allongé sur un lit et il y a un type assis sur une chaise à côté qui lui raconte, voilà, c'est que des rêves de raconter, mais l'histoire de cette transposition contemporaine du mythe de Tirésia et comment cet homme qui est devenu femme et redevenu homme est devenu tout d'un coup dans le contemporain transsexuel, qui est devenu une femme et qui redeviendra un homme parce qu'il est privé de ses hormones. Donc voilà, il y avait toute une espèce de conception dans son rêve raconté qu'il avait noté sur une feuille de papier, sur 2-3 pages, et qu'il m'avait fait lire. Et ça, c'était il y a longtemps, c'était avant quelque chose d'organique. Et qui, moi, me semblait être un truc absolument fulgurant, enfin, un truc, une histoire fulgurante, une idée de cinéma fulgurante, comme moi, je pourrais jamais en avoir. Hein. Donc, bon, après, lui voulait lui-même l'adapter, le réaliser. Et c'est vraiment que 7-8 ans après qu'on s'est retrouvés et qu'il n'avait pas avancé, il était bloqué. Je pense qu'il était bloqué par la montagne qui s'en était fait et puis par la... Encore une fois, le texte, je dois encore l'avoir, le texte original, c'est un des trucs les plus forts que j'ai lu. C'est-à-dire que c'est carrément un dogme, on ne peut pas changer un mot, c'est un truc d'une puissance. Et je pense qu'il n'a jamais réussi à écrire 3 lignes de plus. Il a été complètement bloqué. Et quand je lui ai dit, écoute, maintenant moi j'ai fait de longs métrages, peut-être que machin, il me l'a donné presque comme un soulagement, comme une libération, c'est-à-dire j'en peux plus, ça m'obsède, vas-y, essaie. Donc moi j'ai écrit un premier scénario très très vite, en un mois, et le financement donc a été pas trop compliqué, peut-être 6-8 mois, et puis voilà, on s'est mis à tourner. Mais c'est vrai que moi j'aurais jamais réussi, je pense, à penser à un film comme ça. D'ailleurs 2-3 fois j'ai essayé de m'éloigner un peu de son synopsis
notamment sur des histoires de religieuses qui m'embêtaient un peu. Et on voit que ça tient pas, quoi. Il fallait le respecter, donc je l'ai respecté. Pas assez visiblement, parce que quand il a vu le film, il s'est fâché à mort avec moi. Mais je pense parce que il s'était fait lui-même son propre film, c'est juste qu'il n'a pas réussi à l'écrire. Mais à un moment, il était tellement habité par ça qu'il ne pouvait pas penser que la jeune fille aurait ce visage-là, il ne pouvait pas penser que le type aurait ce visage. Bon, il avait des choses très très précises. On aborde différemment un film quand l'idée vient d'un autre, justement? Ah, je crois pas, je pense qu'il faut à un moment le faire sien. Et oublier même, il faut même marcher sur l'autre. Non, mais sinon on est trop respectueux. Enfin, moi je comprends tout à fait que on voit bien dans l'histoire du cinéma le nombre de cinéastes qui se sont fâchés avec des écrivains parce que les écrivains se sentaient trahis. Oui, je pense qu'il faut trahir. Il faut trahir. Moi je sais que j'ai trahi, non pas sur l'histoire, mais j'ai trahi à plein d'endroits. D'où son choc. Mais si on ne trahit pas, le film, on peut pas, on reste trop peureux. Enfin, non, il faut pas hésiter, je crois. Je vois bien ce qu'il se passe. Je sais ce que je suis. Je sais que ce n'est pas naturel, que c'est chimique, n'est-ce pas? Ouais, je sais. Ça marche plus. Donc encore avec Laurent Lucas. Dans un double rôle, ouais. Ouais, dans un double rôle. Et puis un acteur et une actrice aussi. Comment on trouve l'acteur ou l'actrice pour jouer ce rôle de Thérèsia? À l'origine, ce qui a déclenché, par exemple, le fait que moi j'ai pu écrire, parce que c'est vrai que c'est difficile à écrire quand même, le scénario, c'était d'avoir vu Asia Argento dans un film de Ferrara qui s'appelle Neuros Hotel. Et en la voyant, je me suis dit, bon, ok, elle n'est pas brésilienne, mais c'est vraiment le visage que je veux, c'est ça, j'ai mon objet de cinéma. Et donc j'ai écrit le scénario, on s'est vu, elle l'a lu, elle devait le faire. Donc pour moi, voilà, c'était elle, j'avais un garçon à trouver, donc j'ai commencé à chercher. Et puis Zia est partie aux États-Unis pour réaliser son propre film, donc ça lui prenait 2 ans. Donc j'ai dit, ok, bien sûr, vas-y, va réaliser. Je n'ai pas voulu, ça aurait été pour jouer avec quelqu'un d'autre. Je pense que je l'aurais mal pris, mais là. Et donc voilà, alors il y avait la fille qui l'a remplacée, elle fait de la figuration dans le pornographe. Et elle avait plusieurs avantages. Un, c'était d'être brésilienne réellement, comme dans l'histoire. Et puis ce visage encore plus étrange presque qu'Asia. Et je sais que pendant le tournage du pornographe, je m'étais dit, si jamais ça va pas avec Asia Argento. Donc j'ai fait faire des essais avec elle qui étaient assez mauvais. Mais j'y ai cru, donc on a poursuivi les essais. Et puis après, il a fallu retrouver son pendant masculin. Et vu la particularité de son visage à elle, ça a été très difficile. C'est la chef opératrice qui demande, on écumait, mais on était à 3-4 semaines du tournage, les fêtes brésiliennes, et elle a trouvé une espèce de punk ivre-mort dans un coin, qui parlait absolument pas un mot de français, mais il avait une crête décolorée, il faisait vaguement des études de philo. Et elle a eu l'œil parce que c'est vrai qu'une fois qu'on l'a rasé et tout, il y a vraiment un truc du visage comme ça qui est très très fort. Après il a appris le français en phonétique très rapidement. Et puis voilà, on s'est lancé, mais pour répondre à la question, comment on trouve, un peu par hasard, quoi. Ouais. Et pour tous les films, c'est un peu comme ça Pour tous les films, moi j'écris en pensant à des gens. Ouais, déjà à l'écriture. Et puis régulièrement, ces gens ne font pas le film. Le pornographe était écrit pour Philippe Garrel. Thérèsia pour Asia Argento. Et puis donc voilà, il faut se retourner. Donc après, il faut faire le deuil, et puis 2, être ouvert, avoir. Après, c'est des rencontres, plus que des qualités de jeu, je crois. Et Laurent Lucas dans le double rôle, alors, c'est assez particulier quand on voit le film. C'était pas prévu, hein, c'était un acteur qui s'appelle Stefano Cassetti qui devait faire la première partie, un acteur italien, et Laurent devait juste faire le prêtre. Et l'acteur m'a planté à 3 semaines. Et j'ai appelé Laurent au Québec, puisqu'il a pris quelque chose d'organique, il s'est installé au Canada. Et je lui ai dit, écoute, Stefano ne peut pas faire le film. Et là, il a laissé un blanc, il m'a dit, tu vas me demander de faire les 2 rôles, c'est ça, hein. J'ai dit, écoute, c'est certainement une très mauvaise idée, mais j'y songe. Et il m'a dit, laisse-moi 24 heures.
Il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit ok je me sens, et il m'a dit juste je demande 3 jours de break, enfin bon qu'il n'y ait pas de mélange évidemment de un jour il fait ça, un jour il fait ça, et 3 jours de break entre les deux personnages, et c'est ce qu'il a fait. Je vais sortir. Parce que j'aimerais vraiment éviter tous ces moments où à chaque fois que je vais rentrer dans cette pièce, tu vas me demander de te laisser partir. Tous les moments où tu vas crier parce que je supporte pas les cris. Aussi tous les moments où tu vas me dire que c'est impossible. Parce que c'est possible. Essayons de gagner du temps. Je reviendrai quand on l'aura gagné ce temps. Misery train. Misery train. Destiny's train. Destiny's train. Ray train. Ray train. Sulphur sky. Sulphur sky. I'm burying my brother today. Today. Forever. Today. Suicide Misery Train. J'ai une passion pour Alan Vega. Et ça, c'est un album qui s'appelle American Supreme. Et ce morceau, c'est un morceau que j'ai écouté absolument tous les jours avant d'aller tourner, tous les matins avant d'aller tourner Tirésia. Et beaucoup sur la Polonide. C'est un morceau qui me met le matin, c'est parfois difficile de se lever pour aller tourner. Et qui me donne grand espoir dans la journée. Il y a pas mal de temps entre Tirésia et De la Guerre quand même. Il y a 5 ans. 5 ans dû au fait qu'il y a 2 films qui ne se sont pas faits. Dont un scénario justement qui revient dont on entend parler dans De la Guerre et déjà même dans le pornographe. Oui, c'était un scénario qui s'appelait La mort de Laurie Markovitch, sur lequel j'ai passé 2 ans et je suis limite rentré en préparation. C'est un film en anglais. Voilà, le film s'est pas fait, ça a été assez douloureux. Et puis il y a eu un autre projet qui venait du Vertigo d'Hitchcock et qui racontait l'histoire de vraiment c'était tout Vertigo mais du point de vue de Madeleine et non pas de Scotty. Et pareil, j'ai travaillé 1 an et demi, ça s'est pas fait. Donc voilà, ça n'a pas été 5 années de vacances, ni 5 années très roses, mais je sais que le scénario de Vertigo, ça a intéressé beaucoup Antonin, qui est assez amoureux du film. Je peux te faire lire. Hein. Voilà, ouais, ça m'intéresserait vraiment. J'avais appris ça, pareil, la rencontre à La Rochelle, ouais. Et c'est vrai que j'avais le sentiment, j'avais pas sûrement tombé sur les bonnes interviews, mais que c'était un film qui irriguait vachement en fait votre filmo, quoi, en fait, Sphère froide, Vertigo. Sur un peu le rapport où j'ai l'impression que dans beaucoup de vos films, il y a souvent des personnages de metteurs en scène au sens large qui sont toujours affaire à des créatures quelque part. Et bon, après, c'était une question que je ne comptais pas poser tout de suite, mais sur la Polonide, j'avais l'impression qu'il y a eu une sorte de glissement. On est vraiment, pour le coup, du côté des créatures, quoi. Vraiment du côté des quelqu'un qui sont l'objet d'un désir de transformation de la part de l'entourage, alors que dans tout
vos précédents films, c'est plutôt du côté des metteurs en scène particulièrement. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que l'Apollonide, comme il fait suite à un film qui, pour le coup, n'a absolument pas marché et qui a été même l'objet d'un vrai rejet. J'ai essayé de faire un film où je mettais absolument plus de théorie, voilà, beaucoup plus romanesque, ou comme on dit assez bêtement, proche des personnages. Enfin voilà, donc du coup on a plus l'impression d'observer les personnages que d'avoir cette espèce de personnage peut-être intermédiaire comme il y a dans les autres. Et Vertigo, c'est vrai que c'est un film qui m'a juste totalement obsédé. Enfin, je suis pas le seul, hein. Je pense que c'est un film qui a obsédé énormément de cinéastes. Je pense de toute façon c'est le film des cinéastes. C'est le film des cinéastes, et puis c'est un film, c'est 59, il y a une vraie fracture entre presque la fin d'un cinéma classique et le début d'une modernité. Et pour moi, le film, cette fracture, elle est au sein même du film. Enfin, puis... c'est un film de fou. Comment vous l'avez rencontré personnellement, ce film-là, dans votre histoire, par rapport à... C'était avant de faire du cinéma ou Mais je l'avais vu plusieurs fois, et puis c'est vrai que c'est un film... j'ai rarement vu ça avec un film. C'est plus on le voit, plus on voit des choses différentes. J'ai beau le connaître, je suis certain que je le connais par cœur. J'ai encore des choses que j'aurais pas vues. Ça me raconte toujours des choses... Il y a toujours un aspect de la folie dont on oublie presque l'existence, parce qu'on se laisse embarquer aussi par l'histoire toute bête. C'est le génie d'Hitchcock. Voilà. Et donc, c'est plus c'est pas tant Vertigo en tant que Vertigo, c'est mes propres obsessions tout d'un coup, en les travaillant, surtout à cette période-là où je travaillais sur ce film, donc Loré Markovitch, qui était une histoire aussi de double, de chirurgie esthétique, etc. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que ça venait peut-être de là, ou que ça se rejoignait. C'est aussi le moment où j'ai fait ce court-métrage avec Asia Argento qui s'appelle Cindy the Doll is Mine, qui est aussi une histoire, voilà, de quelqu'un qui manipule quelqu'un et qui finalement travaille aussi sur le double. Bon voilà, c'était... Tirésia aussi. Tirésia aussi, bon. Et je pense que Vertigo est un film fait pour fabriquer du fétichisme. Voilà, De Palma, il s'en est jamais remis. Et je pense que maintenant, à son âge, il ne s'en remettra jamais. Même quand il fait le Dahlia noir, il arrive à refaire Vertigo à la fin. C'est-à-dire, c'est un truc de contamination pure. C'est un film totalement malade qui contamine les gens qui tombent amoureux. Ouais. Pourquoi faites-vous tout ça? Que peut-il en sortir de bon? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Rien sans doute. Je ne sais pas. Je voudrais que cette histoire finisse et que vous me laissiez m'en aller. Rien ne vous en empêche. Vous ne me laisseriez pas partir. Et je n'y tiens pas non plus. Oh, Lucie, je suis sincère. Les premiers jours heureux que j'ai eus depuis 1 an, c'est à vous que je les dois. Je sais, Scotty. Je sais pourquoi. C'est parce que je vous la rappelle. Moi, je vous suis indifférente. Alors, dans ce scénario que vous aviez écrit, vous reprenez exactement l'histoire, mais vraiment du point de vue de la... Alors, du point de vue de la femme, c'est-à-dire que d'abord, le film commençait 6 mois avant. Il y a un truc qu'on ne voit pas dans Vertigo, c'est le mari et la maîtresse, en fait. Et donc, c'est la première transformation. Le mari est avec une fille qui s'appelle Judy, et puis tout d'un coup, ils veulent se débarrasser. Donc, on voit complètement, il n'y a plus du tout de suspense. Plus du tout de suspense, c'est un peu à la Colombo, quoi. C'est-à-dire qu'on voit juste complètement comment ils vont se débarrasser de la femme. Donc, tout ce qui est expliqué un peu très rapidement en 2-3 répliques dans le film, là, on le décortiquait, et c'est la première transformation de Madeleine, puisque dans le Vertigo, quand on voit Madeleine, quand on voit Kim Novak, elle est en Madeleine. Oui. Là, on la voit en rousse, et c'est le mari la première fois qui la transforme. Et ensuite, il y avait 3-4 scènes que je reprenais vraiment à l'identique, et sauf que dans le film, Hitchcock après partait avec Scotty, et nous on partait avec Madeleine. Et puis il y avait des différences de point de vue. Par exemple, quand Scotty voit la Madeleine pour la première fois, on est au bar et elle dîne avec son mari de loin. Là, on est à la table avec eux, ils sont en train de parler et on voit Scotty de loin. Donc voilà, c'était vraiment toutes ces différences-là que je travaillais. Et il y avait peut-être 4-5 scènes que je reprenais. Et globalement, on était toujours collés à elle. Et il y a eu l'intention de le réaliser vraiment aussi Oui, j'ai eu des soucis de droit en fait. J'ai eu des soucis de droit. Alors, je pense que juridiquement, je pouvais quand même faire le film. Mais tout le monde a eu un peu peur, donc j'ai pas vraiment trouvé ni de producteur ni d'argent.
Et au final, j'ai été même jusqu'à parler à Patricia Hitchcock, qui m'a un peu raccroché au nez, en me disant qu'elle ne voulait pas entendre parler de ça. Et je crois qu'elle a été un peu traumatisée par le remake de Gus Van Sant. Voilà, ça lui a pas plu du tout, je crois. Donc je pense qu'elle a décidé que plus personne toucherait à l'œuvre de son père. Après, voilà, c'est une vieille dame, elle va mourir un jour. C'est pas un projet qui est enterré, hein, il est intemporel, hein, je peux le faire dans 10 ans. Ou revendre le scénario à De Palma. Ou revendre le scénario à De Palma, c'est vrai que je me ferais plus d'argent là. Si je consens à faire ce que vous voulez, est-ce que vous m'aimerez? Oui. Oui. Alors je le ferai. Pour que vous m'aimiez. Et la mort de Laurie Markovitch, le scénario, ce que vous avez dit que c'était sans doute le scénario préféré. Oui, c'est le scénario que je trouve le plus beau. C'est un film très très romantique, très noir, malade aussi. Et ça tourne aussi autour du double. Et c'était l'histoire d'un type qui c'est vraiment une vraie passion entre un homme et une femme, très très rapide. Et puis ce type à un moment a un accident, en fait il plonge dans une piscine un peu ivre, il s'aperçoit pas qu'elle est vide, il se pète le nez et donc il doit vraiment se faire refaire le nez et il lui dit à un moment, tant qu'à me faire refaire le nez, je voudrais avoir le nez que j'aime le plus, à savoir le tien. Et au début elle est un peu troublée et puis voilà, c'est comme une espèce d'acte d'amour suprême, il le fait et évidemment le nez marche absolument pas sur le visage. Et donc il décide d'aller plus loin en lui disant voilà, personne n'aura jamais fait ça, ce sera l'amour suprême. Et il se fait faire, alors c'est pas du tout sexuel, il change pas de sexe, mais il se fait refaire le même visage qu'elle. Et après ça devient quasiment un film de vampire, c'est-à-dire que lui grandit comme ça en puissance dans sa tête et il l'aspire quasiment, donc elle se vide et elle meurt quasiment d'elle-même. À un moment j'ai voulu faire un film sur l'histoire d'un homme qui tombe fou amoureux d'une femme. Ce type qui est un grand mélancolique aperçoit une fille splendide, d'une beauté particulière, avec un drôle du visage et un grand nez. Et ils vivent une passion. Un jour, le type est un peu ivre et plonge dans une piscine sans s'apercevoir qu'elle est vide. Et son nez est complètement bousillé, il doit se le faire refaire. Alors il se dit, tant qu'à changer, autant avoir le nez que j'aime le plus, c'est-à-dire celui de la fille. Et il lui dit simplement, je t'aime et je trouve ça beau de faire ça, et c'est tout. On fait jamais rien de beau dans la vie, parce que faire quelque chose de beau, c'est faire quelque chose d'étonnant, et faire quelque chose d'étonnant, c'est prendre un risque. J'ai envie de prendre des risques avec toi. Et puis c'est qu'un nez, de toute façon. Mais évidemment, sur lui, le nez fonctionne pas du tout. C'est monstrueux, il est très mal à l'aise et surtout de plus en plus obsédé par elle. Du coup, il lui propose d'aller encore plus loin, de se faire refaire le visage au complet, à son image à elle, parce que c'est le visage qu'il aime le plus au monde. Et il lui redit la même chose. On fait jamais rien de beau, parce que faire quelque chose de beau, c'est prendre un risque. Et ils y vont. Et le type disparaît à l'intérieur d'elle. J'ai beaucoup de mal à imaginer ce que ça peut... le résultat visuel que ça peut avoir en fait. Bah, c'est une sorte de monstre magnifique. Quand j'y pense, du coup, ça me rappelle un peu le film de Marina de Vanne, Ne te retourne pas. Ah, je l'ai pas vu. Transformation de visage. Je sais que je l'ai pas vu parce que bon, on n'a pas dit forcément du bien, mais le film est sorti 2-3 ans après et des gens des effets spéciaux m'ont appelé après pour me dire voilà, maintenant je sais qu'on pourra faire ton film. Mais non, ça devait donner dans ma tête, selon les cadrages, quelque chose d'absolument magnifique ou quelque chose d'absolument monstrueux. Voilà, une espèce de un monstre sublime. Et j'avais été loin dans la préparation, donc mais c'était mon scénario. Alors peut-être que je dis que je l'aime, que c'est mon scénario préféré parce que je l'ai pas fait, donc il reste. Alors justement, c'est uniquement financier les raisons pour lesquelles il n'a pas été réalisé. Ça a été financier et beaucoup de mal pour trouver des acteurs. Parce que là j'ai fait quelque chose que je referai plus, enfin c'était en tout cas plus avant longtemps.
m'attaquer entre guillemets. Bon, qui dit film en anglais dit acteur. Alors même s'ils sont pas américains, ils ont des agents américains. Et là, on rentre dans quelque chose que moi je connaissais pas et qui est une machine à broyer. Uma Thurman, elle a été quasiment attachée au projet pendant 4 mois. Son agent a bloqué le film et finalement plus de nouvelles. Et puis Casey Affleck et puis machin. Puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on a passé 1 an, qu'on n'a pas rencontré un seul acteur. Voilà, c'est une logique qui peut marcher quand on fait un petit film. Mais là, il y avait tellement de préparation. Enfin, c'était j'ai un peu craqué au bout d'un moment. Ouais. Le tournage en anglais, c'était quelque chose de vraiment de... Je voyais pas le film en français, mais pour des histoires quasiment musicales. Enfin, c'est ce côté un peu fantastique. Alors, j'ai pas vu le film de Marina devant, hein, mais pour moi, il y a des choses que la fiction appelle directement en langue anglaise. Voilà. C'est peut-être des blocages que je me fais, mais j'y crois intimement, quoi. Je pense que le cinéma est avant tout très très musical, et que la musique c'est la langue, et que les langues renvoient à des mythologies aussi. C'est-à-dire que l'anglais a une faculté qui est qu'en 3 phrases on est projeté dans de la fiction et qu'on peut faire passer des choses incroyables. Et je pense qu'il y a plein de cinéastes je ne peux pas imaginer leur film en français. De Lynch à Cronenberg, pour moi ça ne marcherait pas en langue française. C'est pas du tout. C'est même. Voilà, c'est des trucs, mais c'est comme. Je prends toujours l'exemple du rock, hein, mais comment ça se fait, par exemple, qu'on accepte I Love You Baby et pas Je t'aime bébé. Enfin, pourtant c'est la même connerie qu'ils disent. Mais I Love You Baby, on est plongé dans la musique, et Je t'aime bébé, on est plongé dans la bêtise de la parole. On est tout de suite dans le sens et dans la musicalité. Voilà, exactement. Et pour le cinéma et la fiction, moi j'ai cette intime conviction. Alors peut-être que je me trompe, mais je peux pas non plus faire un film contre mes convictions. Mais ça aurait été en fait. Et le français a d'autres, a des qualités que n'a pas l'anglais. Hein. Enfin, c'est pas l'un contre l'autre. C'est à un moment chacun sa mythologie. Ouais, bien sûr. C'est vrai que vous avez un rapport assez littéraire, c'est pas vraiment ça, quoi, mais un attachement au texte et à la langue française, ou dans certaines écritures de dialogue, qui est très fort. Et pour revenir sur le Laurie Markovitch, je me demandais si ça allait être une incursion vraiment dans quelque chose de très, très stylisé dans le fantastique, justement. Parce que j'ai l'impression que votre cinéma, il est un peu dans quelque chose qui est de l'ordre, pas du trivial, mais qui est dans une sorte de frontalité des choses, même s'il va chercher quelque chose, un ailleurs. Il y avait des scènes comme ça, je me souviens, la première scène où après l'opération chirurgique totale, ils couchent ensemble. Bon là voilà, pour moi c'était une espèce de ballet de visage identique, qui devait être un truc assez dingue. Il y avait des scènes où le type était en convalescence dans une sorte de clinique de chirurgie esthétique, où il y avait un rapport aussi au monstre comme ça qui moi me plaisait beaucoup. Donc il y avait des trucs assez minimalistes comme ça, mais qui devaient donner aussi du spectacle. Alors forcément stylisé, parce que c'est avec une histoire un peu comme ça, on quitte assez vite. La première partie était quasi garélienne, une espèce de passion comme ça, très, très minimaliste, minimale. Et puis après on partait dans un truc très très affectif, avec très peu de choses, hein. Le film n'était pas non plus très cher. Mais bon, trop cher en tout cas pour ce que j'ai pu trouver. Le soleil se levait. Tu pouvais repartir au combat. Mais tu n'as rien fait et c'était délicieux. Oui. Je pouvais repartir au combat et c'était délicieux. Je crois qu'on devrait vivre ensemble. Enfin, je te parle pas de vivre comme un couple normal, mais de vivre comme un couple extraordinaire. Un couple hors du commun, le plus beau qu'on ait jamais vu. Plus beau que Jean-Jacques Schul et Ingrid Caven. Et même si on fait un enfant, on ne ressemblera pas à ceux qui ont des enfants. Même si on va au supermarché, on ne ressemblera pas à ceux qui font des supermarchés, parce qu'on aura une exigence et on ne remettra pas l'existence à plus tard. On est des compagnons. Voilà. Tu es ma compagne et je suis ton compagnon. Il suffit de dire les choses comme ça et ça fait pas couple. En fait, t'es pas ma petite amie ou ma fiancée. Tu es ma compagne. Tu m'accompagnes et je t'accompagne. Et on fait le chemin ensemble. Je crois que je vais te tuer. Tu
Après j'ai mis un morceau voilà, qui n'est pas fini, mais que je fais, qui sera dans mon prochain album. Qui est un morceau instrumental et dans lequel j'aimerais bien l'album arriver à mélanger un peu d'électro un peu sale avec des cuivres et des violons un peu à la John Barry. Voilà, donc c'est une tentative. Avant de la guerre, il y a Cindy, donc. Alors Cindy, ça vient vraiment au même moment où j'ai préparé ces deux films, à savoir Laurie Markovitch et le Madeleine. Et quand moi on me propose des petites commandes, en fait, parce que c'était une commande d'un producteur qui voulait faire une série où il demandait à des cinéastes de réfléchir à une œuvre d'art contemporain. Enfin bon, c'était une espèce de mélange comme ça. Après, c'est des cartes blanches, hein.
Mais du coup, je me dis toujours que autant faire quelque chose qui soit un peu en rapport avec les films que je suis en train de préparer. Donc comme ça, les deux tournaient un peu autour du double. Bon, voilà, donc j'ai écrit ce petit court-métrage. Et puis dans ma tête, ça allait presque faire une trilogie de femmes qui terminent en larmes ou détruites parce qu'elles voient leur double. En fait, c'était presque... voilà, il y avait une espèce de grande cohérence. Et de la trilogie, il reste juste un court-métrage de 15 minutes. C'est la dure loi. Mais donc, que vous aimez particulièrement Cindy, je pense que c'est le truc le plus réussi, ouais. Alors c'est dommage, il fait que 15 minutes, mais... Mais lui aussi, il a eu une vie assez impressionnante, justement, pour un court-métrage déjà. Mais il était... déjà, il a été traité comme un film court, ça c'est bien. Oui, enfin, je dis court-métrage, excusez-moi. Non, mais il est dans le sens où, en effet, c'est un film... Alors c'est un film qu'on a... C'était un producteur qui n'avait pas du tout d'envie de commercial ni rien. C'était un truc très... Presque, c'est un geste quasi comme ça qu'il voulait faire. Donc on a fait le film pour vraiment 3 francs. Asia est venue, elle a payé son billet de Rome, elle dormait chez ma mère. Enfin, on a tourné en 2 jours. Une journée c'était Asia en brune, une journée Asia en blonde. Enfin, on l'a monté en une soirée. Je n'ai jamais connu un état aussi léger parce qu'il n'y avait aucun enjeu. C'était extrêmement agréable. Tout le monde a travaillé comme ça gratuitement dans pur plaisir. C'est un film sur lequel il n'y a pas eu un seul problème. Et puis je sais plus, je crois que c'était le sélectionneur de la quinzaine qui très tôt, je crois en novembre, voit le film. Il m'appelle pour me dire je le montre à la quinzaine. C'est paru, je crois, dans Les Inrecuptibles une semaine après. Le Thierry Frémaux de la sélection officielle de Cannes m'a dit mais pourquoi je ne l'ai pas vu, je lui montre, il me dit je le prends, la MK2 dit je prends le film, et ils ont fait un truc incroyable, c'est qu'ils l'ont sorti en salle, tout seul, et j'ai trouvé l'idée absolument géniale, et tous les jours à 19h au MK2 Beaubourg, 1 €, et par contrat on ne peut pas rester plus que 2 semaines parce que la télévision le reprenait ensuite. Mais c'était salle comble tout le temps. Enfin, c'était et je comprends. Voilà, on parlait tout à l'heure des durées. Moi, je pense que le public, vous leur faites de temps en temps ça, 1 € 15 minutes, ça marche. Enfin, ça plaît. C'est agréable. À 19h, à 19h20, ils sont sortis, ils peuvent aller prendre un apéritif. Non, mais il y avait un truc comme ça. Et du coup, la salle était pleine. Ils ont sorti un DVD avec le film tout seul à, je sais plus, 5 ou 6 €. C'est comme ça que j'ai découvert. En fait, je crois que c'est le premier de vos films que j'ai vu. Avec certains DVD. Et moi je trouve ça sur la liberté du format. Enfin, donc oui, il a eu du coup ce petit film qui a été fait sans enjeu et absolument pour rien. Il a eu vraiment une belle carrière. Et vous croyez que c'est parce que tout ce que vous n'aviez pas pu faire sur les scénarios inaboutis a pu irriguer et a créé un peu cette aisance dans le... Alors je sais pas, ça m'a beaucoup traumatisé le fait que je pense que mon film le plus réussi était celui sur lequel j'ai le moins travaillé. Du coup, ça m'a... Ouais. J'ai pas... Non, je pense qu'il y a quand même quelque chose par rapport au manque d'enjeu aussi qui était très... Et puis après, il y a des trucs, il y a des moments où tout marche, quoi. Ouais. Tout marche, c'est des petits moments gracieux comme ça. Ouais. Mais ça arrive dans les longs métrages. Hein. Ça arrive... Il y a des scènes qui sont extrêmement gracieuses. C'est juste que ça n'arrive pas sur 1h30 ou sur 2 heures. Cindy, il est aussi réussi que mes scènes les plus réussies, par exemple. Sauf que mes scènes réussies, elles font partie de films dans lesquels il y a des trucs moins bien. Donc voilà, ça arrive. Parler de grâce, moi, c'est un terme qui m'intrigue énormément. Parce que chacun, j'ai l'impression, a sa propre définition de ce que peut être ou la cherche, en tout cas. La grâce. Moi, ouais, la grâce, c'est aussi ce qui échappe à l'effort. Enfin, c'est tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça s'illumine. Voilà, c'est derrière le truc derrière lequel on n'a même plus rien à dire, on n'a plus une correction à faire, plus un commentaire à faire. C'est juste là, quoi. C'est quand les mots s'arrêtent, je pense. C'est quelque chose que vous recherchez? Je pense qu'on la recherche, on l'espère. Après, voilà, pour le coup, il y a 0 recette. Non, je pense que plus on la cherche, moins on la trouve. Hein. Mais des fois, il y a des choses qui sont mises en place et qui permettent, voilà, c'est le contraire de labeur. Après, De la guerre, vous disiez tout à l'heure que c'était un film qui avait été peut-être le moins bien reçu. Alors moi, ça a été, je l'ai vu plusieurs fois déjà. De la guerre, ça n'a pas été un échec, ça a été vraiment un rejet, quoi.
Qui, selon vous, est dû à quoi? Je sais pas. Je n'ai toujours pas compris à quel point. Bon, qu'un film marche pas, c'est la vie. Tirésia n'a pas marché. Bon. Un rejet à ce point-là, je sais pas. Je ne l'explique toujours pas. Je veux dire, c'est que ce soit majoritairement de la presse aux exploitants, au public. Voilà, les films l'ont rejeté. Il n'a pas été vendu à l'étranger du tout. Il a fait 9800 entrées. C'est un blocage. Bon. Et à ce point-là, c'est assez énorme. Tu as des yeux tristes? Non, je suis pas triste, je veux pas. Je refuse. Je veux juste la paix, je veux que la société me lâche. Je veux plus remplir un papier, je veux plus aller à la banque, je veux plus aller à la poste, je peux plus. Je peux plus. Alors la joie, oui. Je suis pour. J'ai pas l'air, mais je suis pour. Par exemple, je voudrais bien filmer la joie. Mais je crois que c'est pas possible, en tout cas pour moi. Non, mais c'est un film auquel moi je suis très attaché. Hein, qui mélange autobiographie et fiction énormément. Ouais. Avec Mathieu Amalric qui avait même vos vêtements, je crois. Il avait tout, mes vêtements, il est sur la tombe de mon père, il est sur. Oui. Et Mathieu, alors là, que je trouve juste dément dans le film. Hein. Je trouve que ce qu'il fait. On parlait de lui en tant qu'acteur physique énormément. Ah, mais je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'il y a même cette scène formidable juste quand il sort du cercueil. Ils ont parlé aussi. Je sais pas dans le commentaire audio où. Un commentaire audio, je l'ai pas écouté parce que je l'ai fait seul avec une bouteille de whisky. C'est l'un des rares que j'ai écouté en entier en fait. Il est cool. C'est très émouvant en plus. C'est un exercice que je referai plus. Dieu aussi. Des moments très émouvants dans le commentaire. Et c'est un exercice qui est très réussi. En général, le commentaire se limite plutôt à des anecdotes ou à juste de la description. Et là, on est à faire. Non, mais là, j'avais envie. Bon, comme le film est particulier, que de toute manière, il n'avait pas marché, etc. J'avais demandé au distributeur de me livrer un petit magnéto-casque avec un truc digital comme vous. Et je dis, voilà, je le ferai à un moment où je le sens, une nuit. Et de le faire en temps réel. D'avoir un face-à-face avec le film. Voilà, aussi maladroit soit-il ou impudique. Un peu alcoolisé. Mais bon, voilà, le film, pour moi, le demandait. Alors, j'ai jamais réécouté. Mais c'était. Je me souviens de la soirée en tout cas quand je l'ai fait. Mais je sais pas, j'ai l'impression que les gens n'ont pas su comment prendre le film. Alors souvent quand on ne sait pas sur quel pied danser, on rejette. Mais c'est intriguant qu'il y ait eu cette réaction pour De la guerre. C'est la réaction qu'il aurait pu y avoir pour tous vos films en fait. Tirésia par exemple avec sa forme très particulière. Peut-être le fait d'avoir appelé le personnage par mon nom, le fait d'avoir joué sur les codes de l'autobiographie, d'avoir fait au final le film le plus anti-autobiographique à certains, de m'être permis certains trucs comme sur Apocalypse Now, je sais pas. Le fait qu'il puisse y avoir de l'intime et du discours, de la comédie et de la triste, je sais. J'ai l'impression que les gens n'ont pas su le prendre, très peu de gens ont su. Alors j'ai lu quand même 3-4 articles positifs ou pas, on s'en fout, mais vraiment sentis. Hein. Il y a quand même des gens, et au final je pense que c'est maintenant le film sur lequel je reçois le plus de courriers, de lettres, de gens pour qui le film a représenté quelque chose, mais ils sont peu nombreux. Hein. Et l'écriture, déjà on pense à Amalric. Alors là pour moi c'était Mathieu Asia. Dès le début, et pour une fois les gens pour lesquels j'ai écrit ont fait le film. Si Mathieu n'avait pas fait le film, je pense que franchement j'aurais pas fait le film non plus. Pour moi il était irremplaçable. Après, on se connaît depuis très longtemps, ça fait depuis qu'on se connaît qu'on me dit que je fais penser à Mathieu, que lui on me dit que bon. Il avait un projet d'ailleurs en 2002-2003 autobiographique, qui m'avait demandé de jouer son rôle. Bon, il y a des liens, hein, mais moi j'aurais pas pu le jouer moi-même dans De la guerre pour le coup, pour des causes de qualité de jeu, parce que le film sur ce que, enfin ça va dans tous les sens au niveau du jeu. Hein. Il y a du physique, il y a du texte, il y a de la psychologie, il y a du burlesque. Enfin, ce que fait Mathieu, encore une fois, je trouve ça dément. Enfin, je trouve qu'il est très bon dans chaque registre, ouais, en tout cas. Ah oui. Et puis alors en montage, ça a été, on pose des plans et puis ça y est quoi. Souvent en montage, on récupère aussi des faiblesses d'acteurs. Là, le montage a été compliqué pour des histoires de structure, mais absolument pas sur lui.
Il y a un moment dans le film justement où, juste après avoir raconté le scénario de la mort de Laurie Markovitch, où il explique qu'il aimerait filmer la joie mais qu'il n'y arrive pas. Et je me demandais si c'était des mots à vous. Bah, c'est un pensez, peu, en fait, oui, c'est un peu des mots à moi, parce que très souvent, moi, je pars avec des idées. Même De la guerre était censé être un film un peu plus drôle, un peu plus voilà. Même quand j'attaque la Polonide, on dit Fille de joie. Bon, c'est aussi pour moi. Et au final, les films se retrouvent à être plutôt très mélancoliques. Donc voilà, c'est une phrase que j'avais écrite pour un article il y a très longtemps, que je travaillais à ça. Mais peut-être il faut que je sois vieux quoi, pour y arriver. Mais je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à faire. Hein. Peu de gens y arrivent d'ailleurs. Je crois que c'est dans celui-ci aussi que ça avait commencé à me marquer. J'ai l'impression que le sexe ne procure pas de plaisir en fait. Pour vos personnages, que le plaisir en tout cas et le sexe, c'est deux choses vraiment très différentes. Ça c'est vrai, ça c'est dit déjà dès le premier. Je crois qu'il y a Roman Boringer qui parle à un prêtre et qui lui dit mais je cherche le plaisir, il lui dit le sexe, il dit non le plaisir. Ça, après c'est sur la représentation. C'est vrai que les deux derniers, que ce soit la Polonide qui se passe dans une maison close ou l'autre De la guerre dans une sorte de royaume dédié au plaisir, je me suis dit que si là j'introduisais vraiment du sexe, la représentation du sexe, chose que j'ai déjà faite, donc ça me gonfle un peu, ce serait trop littéral. Donc il fallait chercher un peu dans le hors-champ, dans les interstices, essayer de montrer quelque chose, justement que le plaisir n'est pas juste lié à l'acte sexuel, même s'il peut en faire partie, mais que c'est quelque chose d'un peu plus large, mystérieux. Et puis voilà, Royaume, plaisir, Asia Argento, montrer des scènes de sexe, pour moi ça allait dans le mur, quoi. C'était trop quoi. Et pareil, maison close, la scène de chambre, c'était trop. Donc je les ai un peu esquivés, et au final je pense que c'est mieux. En fait, peut-être que mon seul vrai malheur, c'est que je sais pas chanter. Un type comme Bob Dylan, il peut pas être complètement malheureux. Tu es là, tu produis ce son immense qu'est ta voix quand tu chantes. Bob Dylan, Political World, ça, Dylan, c'est, j'en ai beaucoup parlé dans De la guerre, et c'est vrai que, voilà, il y a une fois par jour une chanson de Dylan, ça fait du bien. Celle-ci, je me suis dit que remettre Dylan qui parle un peu de politique au jour d'aujourd'hui, c'est pas plus mal. Et c'est un album que j'aime beaucoup, c'est l'album produit par Daniel Lanois, et qui est une sorte de ressurgissement de Dylan après 2-3 années un peu creuses. Et le son est incroyable. Lui, il peut ressasser, parce qu'il ressasse du sublime. Il peut pas être malheureux. Toi non plus.
liste, alors j'ai pas eu le droit de voir des projections. Malheureusement, ça va être parce que j'imagine du coup que la notion de plaisir doit revenir. Ah bah là, c'est un film qui est complètement du côté des actrices. Donc pour elles, la notion de plaisir, elle est assez limitée, puisqu'elles le subissent. En revanche, dans leur regard, on voit la pseudo-suprématie des hommes qui peuvent se payer le plaisir. Et puis il y a quelque chose comme ça de très... le film il est sur plusieurs niveaux, y compris géographiques. Il y a les étages des salons et des chambres qui sont très luxueux, puis les étages des filles qui sont beaucoup plus modestes. Donc voilà comment on passe d'une idée comme ça du plaisir et même un théâtre des plaisirs, puisque ce que j'ai vraiment défendu que la maison close était un lieu clos, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ferme la porte, un peu comme dans de la guerre, le royaume, c'est-à-dire dès qu'on ferme la porte, le monde extérieur n'entre plus. Mais qui est déjà aussi dans Tirésia d'ailleurs. Oui, j'ai un fantasme sur les lieux clos, parce que je pense que le lieu clos, ou le huis clos, certains pensent que c'est un truc théâtral, moi je pense que ça peut devenir archi-cinématographique, parce qu'au bout d'un moment ça devient comme un cerveau. C'est-à-dire que l'Apollonide, moi je m'en suis servi comme un film cerveau, et avec des labyrinthes, des choses, des trucs, parce qu'on n'a plus, l'extérieur ne pénètre pas. Et ça permet des digressions, que ce soit géographiques ou mentales, que moi j'adore, que j'aime beaucoup. Mais j'aime bien moi tous les films qui investissent complètement un lieu, qui sortent pas. Ouais, ça rejoint aussi préoccupation sur beaucoup de vos personnages qui se posent la question de leur rapport au monde, quoi. Qui sont dans des endroits qui sont un petit peu leur cerveau à eux. Exactement, et de se reconstruire un monde dans le monde, exactement, le rapport. Alors bon, c'est pas des questions d'une grande originalité, mais après, elle me passionne. Et contrôler cet espace, ça compte justement en tant que metteur en scène, d'avoir un espace qu'on peut modeler en fait, et même s'approprier en fait. S'approprier, modeler non, parce que j'ai jamais travaillé en studio, etc. Donc il y a toujours des... mais en tout cas, s'approprier et se dire le film c'est ça, le film c'est là, le film il aura cette couleur, le film... Et je sais pas, là j'aurais du mal par exemple à refaire là tout de suite un film avec 2 scènes dans un appartement, une scène au café, une scène au restaurant, une scène dans un parc. Enfin, tout d'un coup, je sais pas, je trouve que ça... Là, il y a une identité très forte qui vient. Et je trouve ça agréable. Et pour parler de l'Apollonide, est-ce que ça représente plus une cassure sur l'Apollonide que moi j'ai ressenti comme quelque chose de beaucoup plus... avec une flamboyance beaucoup plus assumée par rapport à d'autres de vos films qui sont dans un rapport un peu plus trivial, même si c'est pas le bon terme. Bah là, la flamboyance, pour moi, elle venait aussi avec l'époque, le costume, le côté un peu la mélancolie, c'est-à-dire la fin des choses. Donc voilà, il faut terminer en beauté. Donc il y avait ce côté terminons en beauté, terminons le siècle en beauté, fermons la maison en beauté, qui demandait un peu de flamboyance. Après, j'ai pas ni l'argent ni le talent de Visconti, mais enfin, il y avait une envie un peu ça, de la décadence au sens étymologique, à savoir vraiment la douce fin de quelque chose qui était, c'était une maison close, il faut préciser quand même que c'est une maison close de grand luxe. Donc, oui, baignoire de champagne et tutti quanti, voilà, quelque chose comme ça. Donc, après, moi, la flamboyance, comme je peux avoir une tendance un peu frimeur, moi je la cherche toujours. Là j'ai eu un peu plus d'argent, j'ai eu un peu plus aussi. Peut-être que l'époque, le décor, le costume et le fait d'avoir 12 ou 13 filles aide aussi à ce que ce soit flamboyant. Mais c'est quelque chose que moi j'aime bien de toute manière. Ouais, puis il y a quelque chose dans la gestion du temps, que c'est accompagné par la mise en scène, en plus, dans les décors et les filles, les costumes. Ah, mais là, je me suis lâché sur la mise en scène, je me suis tout permis. Dans le montage, au niveau, un peu des cristals de temps qui, à la fin... Ce qu'on a essayé de faire au montage, alors le montage, il a été très très long, il a duré 6 mois. J'ai jamais autant travaillé l'écriture d'un film au montage. C'est que justement, on démarre une espèce de chronique un peu au début, et puis tout d'un coup, que le rapport au temps s'explose, qu'on sache plus du tout. Alors, c'est qu'il n'est plus d'importance, voilà. C'est qu'il y a une espèce de dilatation, comme ça, d'étirement, de dilatation, et que du coup, on passe de la chronique à quelque chose de totalement affectif, flamboyant ou pas, mais qui se dilue totalement, voilà. Mais ça a été très, très, très compliqué ce montage-là. Le montage se fait toujours avec le même monteur. C'est le même depuis le départ? Le même depuis, à part quelque chose d'organique, sinon on a fait en court et long, on a dû faire une dizaine de films ensemble. Qui intervient uniquement après le tournage, oui. Vous ne participez pas du tout avant et vous êtes présent constamment sur le... C'est limite moi qui ai la clé de la salle.
D'accord. Ah, je suis un peu... Bon, c'est pour moi, ce serait... Donc vous gardez le contrôle sur tous vos films, de toute façon, il n'y a pas des... Les gens qui travaillent avec moi disent que je suis control freak, mais c'est pas ça en fait. C'est que moi, ne pas être au montage, pour moi, c'est ne pas faire le film. Mais c'est pour moi, parce qu'il y a des gens qui sont des très très grands cinéastes et qui, au contraire, pour eux, c'est mieux de rester un peu spectateur de leur film pour avoir un meilleur jugement. Donc ils viennent, et puis ils voient le film, ils font des corrections, et ça fait pas des moins bons films, hein. C'est juste le rapport à l'écriture en tout cas. C'est aussi dû à votre expérience de musicien, probablement. Je pense, ouais. Je pense qu'à un moment, pas savoir pourquoi on met ce plan-là et ce plan-là, pas savoir si on a essayé d'autres choses, je peux pas me laisser aller à regarder le film, il faut que je les tente moi-même, en effet, comme si... mais j'ai un rapport musical au montage, de toute manière, ouais. Mais à l'écriture aussi, j'ai cru comprendre que vous aviez déjà de la musique... Ah, elles sont toutes prêtes. Pendant l'écriture, déjà. Là, j'ai fini l'écriture d'un autre long métrage et voilà, la musique, elle est quasi pas finie, mais bien engagée. Et elle reste jusqu'au montage. Elle reste, ça bouge pas, ouais. Ça, c'est mon rythme interne, en fait. Et ça aide à l'écriture, voire au tournage. Moi, ça m'aide. Ça m'aide en préparation. Je fais des CD, ça aide au tournage. Je peux la mettre aussi sur le plateau, la faire écouter aux comédiens. Et puis, on l'a aussi dès le début du montage. C'est-à-dire que on va pas monter le film et après chercher une illustration. Non, puis moi, la musique, pour moi, elle doit raconter quelque chose. Elle doit pas l'illustrer. Donc, si on la pense pas comme au moment du scénario, c'est-à-dire au moment où on se dit qu'est-ce qu'on va raconter, après c'est presque trop tard. Enfin, je saurais plus. Une fois que le montage est fait, on peut mettre telle musique ou telle musique. Alors, le choix est immense. Mais si on l'écrit pendant le scénario, après c'est cette musique-là et c'en est pas une autre. Ça raconte ceci. Je sais que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup justement dans De la guerre, c'était l'utilisation de la musique qui est toujours présente dans la scène, c'est-à-dire qu'on sait que les personnages entendent cette musique-là. Ça, c'était un choix. Je me suis dit, il n'y aura pas de score. La musique viendra toujours de la scène. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Soit les gens jouent, enfin dans le cas de la guerre, c'est Asia qui fait ses synthés, c'est 60s là. C'est magnifique de Mathieu qui joue de la guitare, ou sinon c'est les gens qui se mettent un disque ou qui sont dans un bar, enfin voilà. Avec les enceintes dans la forêt. Et je trouvais ça vachement intéressant, le fait que les personnages aient la même émotion que le spectateur, enfin soient à égalité en tout cas. Sur le rapport sonore. Et ça allait peut-être même encore plus loin pour De la guerre, parce que je crois que c'était la scène de trance justement où il y avait de grosses enceintes dans la forêt. On avait fait venir des enceintes de boîte de nuit, ouais. 4 énormes enceintes de boîte de nuit. Alors du coup, c'est vrai que là, pour l'oubli de la caméra, c'était extraordinaire. Ils avaient complètement oublié. Il y a des acteurs qui se laissaient complètement aller du coup. La fille qui termine la séquence, elle a vraiment terminé en transe. Ça, c'était une journée assez mémorable. C'est un rapport quelque chose qui se fait en direct. C'est cette scène. Moi, j'ai toujours tendance à appeler la scène suédée au rapport au concept de Gondry avec Soyez sa part en ruiné. Mais moi, cette scène-là qui m'avait halluciné dans De la guerre du remake suédé d'Apocalypse Now qui se fait du coup en direct avec le son. Mathieu, je crois qu'il était très... Il s'est éclaté. Il a pris du plaisir. Là, il n'y a aucun partenaire, pas de texte, lui tout seul. Et puis voilà, c'est jouer à la guerre. En fait. Voilà. Mais en fait, moi je trouve que moi ça m'intéresse vachement ce truc-là. Et je le retrouve dans quelques films que j'ai vus dernièrement, dans Super 8, je sais pas si vous l'avez vu. Pas encore. Ou Le Pater. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a à partir du moment où l'acte de cinéma, le plaisir de faire du cinéma se montre comme ça, il y a quelque chose qui le réactive sa force que j'ai vraiment trouvé. Dans le bon sens du terme. Ouais, moi je suis d'accord. Pour découvrir le plaisir de faire du cinéma. En fait. Mais comme m'avait dit Mathieu en lisant le scénario, il m'a dit il faut arrêter de se mentir, on a tous rêvé de faire des films américains. Enfin bon, lui après il en a fait James Bond. Mais il y a un truc comme ça, et d'ailleurs je pense qu'il s'est plus emmerdé sur James Bond que sur le mien, parce qu'au final, dans ces énormes films, on passe du temps à attendre, alors que là on faisait 12 plans par jour. Il y a quand même ce truc de gamin, quoi, voilà, qu'il faut, qui est important, quasi l'émerveillement. C'est important de le garder. L'émerveillement, c'est fondamental, c'est difficile, une époque un petit peu cynique quand même, mais il faut essayer de garder l'émerveillement. Vous allez voir Super 8. Non, mais demain. Ça fait plaisir de voir un gros blockbuster où on redécouvre le même plaisir que dans Pater. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu. Voilà. Le Pater, c'est vraiment. Ah bah tiens, si tu étais président, est-ce que voilà, c'est de gamin. Sauf qu'il y en a un qui a 50 et l'autre 80 ans. Mais ça, ce qui est génial, c'est que ça
ça va jusqu'au spectateur. Ouais, il y a une gourmandise qui est complètement virale. Et je repensais moi au final de la guerre et pas uniquement au final parce qu'il y a donc il convoque Apocalypse Now qui convoque d'autres films. Je crois qu'il regarde, c'est dans celui-là aussi où Mathieu regarde Existence et je crois me souvenir dans le pornographe il y a aussi 3 films différents qui sont montrés. D'appeler d'autres films comme ça dans vos propres films, ça a quel poids pour vous? Parce que c'est un mélange, hein. Il y a le souvenir mémoriel, il y a aussi ce que ça peut provoquer sur le spectateur de mon propre film, et puis sur le personnage, parce qu'on est tous marqués par le cinéma. Donc pourquoi un personnage ne le serait pas aussi, sans forcément en faire un cinéaste ou quoi. Mais voilà, moi j'aimais dans le pornographe, quand moi j'avais vu par exemple le film de Montero, La Comédie de Dieu, c'est le premier Montero que je voyais, j'avais jamais vu ça au cinéma. Mais qui c'est ce dingue? Et je trouvais ça merveilleux ce film. Et la séquence que j'ai reprise, pareil, voilà, l'idée que le personnage voit la séquence et veuille la reproduire avec sa copine, tout d'un coup, moi, ça me semble très juste et très ludique et très vivant. C'est pas tant convoquer le cinéma comme un hôtel, mais vraiment convoquer le cinéma comme quelque chose d'extrêmement vivant et faisant totalement partie de nos vies à nous qui l'aimons, quoi. Le convoquer aussi comme une espèce de fantasme quotidien. Ouais. Il y a aussi une question sur laquelle je voulais revenir. C'est le cinéma est traversé par l'idée des générations qui succèdent, des époques qui se finissent, ce qu'elles laissent comme trace et tout ça. C'est très présent dans le pornographe et aussi dans De la guerre. Voilà, c'est des trucs un peu personnels hein, qui font que moi, étant né en 68, on se demande toujours un peu. Enfin, je suis pas le seul, je crois, de ma génération. Hein, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, on a l'impression, alors encore une fois c'est une impression parce que on a raté quelque chose qui était de l'ordre de la rupture, de la révolte au sens large, de l'affirmation, de la découverte, et que nous on ramasse un peu les miettes et qu'il y a quelque chose d'un peu médiocre qui s'est installé. Donc c'est vrai que le pornographe ça venait beaucoup de là, et puis de la guerre aussi je pense. Et après le passage d'une époque à une autre, à savoir la chose qui se termine, que j'ai jamais faite à part dans l'Apollonide en fait, parce que le pornographe et De la guerre parlaient de quelque chose de passé, mais on n'assistait pas à quelque chose qui se termine. Et là, la chose qui se termine, c'est vrai que c'est quelque chose que d'une manière générale, moi je trouve très, très touchant, le côté définitif, et qui n'est pas quelque chose de nostalgique, hein, mais que je trouve... oui, encore une fois, ça convoque un peu la mélancolie, mais ça me sent chez moi là. Oui. Rien de plus beau que les lumières de fin du jour aussi. Oui. Je ne sais absolument pas ce que je vous ai raconté, et ça m'est absolument égal. Je ne vous remercie pas, je m'en fous. Parce que vous me parlez de carrière, et moi je vous parle de ma vie. Voilà pourquoi elles sont obscènes, vos questions. Voilà pourquoi c'est vous qui êtes obscène et pas moi. Voilà, c'était la dernière partie de l'interview avec Bertrand Bonello. Rappelez que l'Apollonide sort le 21 septembre, que vous pourrez réécouter aussi la première partie de cette interview sur le site de Canal B, bien entendu. On tient encore une fois à remercier le Festival de La Rochelle. Merci Festival de La Rochelle. Merci. Et vous pouvez toujours gagner des places pour le Cinéville Colombier en nous envoyant un mail à notre adresse le cinéma est mort attaché sans accent @yahoo.fr pour demain jeudi. Et voilà, c'est chouette. Et puis merci quand même une dernière fois à Monsieur Bonello, et puis ne partez pas parce que le dernier morceau qu'il nous a choisi est absolument incroyable. Voilà. Ouais, c'est fou. À très bientôt, ciao. C'est le générique de fin de l'Apollonide, Lee Moses, Bad Girl. Pour moi c'était quasiment le morceau fondateur du film. Bon, Bad Girl hein, pour les prostituées, mais surtout alors lui il a fait un album en 67 et après disparu, il est mort en 93. Il y a une énergie dans ce que le groupe fait. J'aurais adoré être de visu dans le studio parce que je sais pas ce qu'ils ont pris, mais on a l'impression qu'ils vont tous mourir à la fin. Il y a un truc hallucinant du son et de la voix et de la batterie. Enfin, on a l'impression qu'ils sont tous à deux doigts de l'implosion. Ils donnent tout là, comme on dit, expression un peu vulgaire, et là ils donnent tout et ça s'entend. Voilà. This is a song about a bad girl. Some
something that happened to me a long time ago. Everybody was telling me how the little girl was running around. But I had a head of my own, and I just wouldn't listen to nobody. My father, he told me, my mother sat down and cried. Said, son, this woman will break your heart, and then she'll put you down. That's when I told mama these words.